pour démarrer. Bonjour, je me présente d'abord. Je suis Karel Méran, je suis président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Donc, évidemment, plusieurs d'entre vous m'avaient connu dans les dernières années alors que j'étais à la Fondation David Suzuki. C'est un peu comme un retour aux sources pour moi d'animer un panel, une discussion sur le thème de l'économie durable. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous dire que la séance va être enregistrée pour utilisation ultérieure. Donc, je vais simplement vous en aviser. Je vais aussi demander à tout le monde de garder vos micros éteints. Et il y aura une période de questions qui va être prévue à la fin, puis à ce moment-là, on pourra ouvrir les micros, mais pour s'assurer dans cette période de vidéoconférence intense, je pense qu'on a tous appris à éviter de laisser nos micros allumés puis de faire entendre les bruits de nos maisons ou de nos bureaux. Vous allez pouvoir utiliser la boîte de chat pour poser vos questions au cours des échanges. Puis, je vais avoir là, de l'aide, moi, à la fin pour aller prendre les questions puis les renvoyer à nos panélistes. Et ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, c'est le deuxième panel, le deuxième atelier qu'on tient avec l'Institut Malais, la Fondation du Grand Montréal et l'Institut Malais ensemble. Le premier portait sur une relance inclusive et aujourd'hui, on peut appeler ça une relance verte ou une relance vers une économie durable. Et donc, je veux remercier l'Institut Malais d'avoir accepté de travailler avec nous là-dessus, de nous avoir invités à faire ces événements. C'est un événement qui est en ligne aussi avec un rapport que la Fondation du Grand Montréal a publié en juin dernier, qui s'appelle Les signes vitaux, qui est un rapport qui regarde l'évolution des objectifs du développement durable dans le Grand Montréal. Et cette année, comme la Fondation du Grand Montréal célèbre ses 20 ans, on a fait un rapport qui est un rapport bilan des 20 dernières années. Et donc, ça nous donne une bonne base pour mesurer les progrès, les progrès qu'on a faits, là où peut-être on n'a pas suffisamment avancé et là où peut-être même il y a eu des régressions. Donc, il va y avoir des notes qui vont être prises par l'Institut Malais, puis un petit document de synthèse qui va être produit à partir de nos deux événements. Donc, peut-être pour amorcer, avant de vous présenter nos panélistes, évidemment, quand on parle des questions environnementales, tout le monde se rappelle le 27 septembre 2019, alors qu'on était 500 000 personnes dans les rues de Montréal, et vraiment une mobilisation qui était portée majoritairement par la jeunesse, mais vraiment qui avait réussi à rallier beaucoup, beaucoup de gens sur la question de la crise climatique et vraiment, on atteignait une masse critique et c'était quelques mois à peine avant l'arrivée de la pandémie qui a passablement bousculé les choses. Puis on a eu l'impression un peu qu'un mouvement en faveur de la transition écologique qui était très, très fort et dont les jambes ont été sciées littéralement par l'arrivée de la pandémie. Et quelques semaines ou quelques mois après le début de la pandémie, on a commencé à réfléchir en termes de, bon, il va falloir relancer l'économie et cette relance-là économique devient une opportunité, une occasion par des investissements publics massifs de donner une impulsion à une économie durable, une économie verte, une relance verte. Je vais vous laisser utiliser là, les terminologies avec lesquels vous allez être confortable. Et donc, on a vu apparaître des groupes comme le G15 au Québec, on a vu apparaître des demandes un peu partout dans le monde pour une relance verte, autant des grandes institutions internationales qu'au niveau national. Ça a même fait partie de la plateforme du président élu Joe Biden aux États-Unis. Donc, on voit vraiment que malgré le fait que cette conversation-là ou que cette mobilisation-là, elle a semblé être stoppé net par l'arrivée de la pandémie, mais au moment où on envisage sortir de la pandémie, on continue d'avoir une préoccupation envers une relance verte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'urgence qu'on ressentait il y a 1 an ou il y a 2 ans, elle n'a pas changé malgré le fait que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué en 2019.
on sait que c'est une diminution d'émissions qui est conjoncturelle, qui n'est pas structurelle, comme celle qu'on a besoin d'atteindre. Donc, on est dans une époque qui est un peu particulière. Probablement qu'on ne revivra jamais une époque aussi, comment je dirais, originale ou finalement, il y a beaucoup de choses qui sont sur pause, mais en même temps, des choses qui s'apprêtent à redémarrer. Et ça nous ouvre la possibilité de réfléchir. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on vit aujourd'hui pour essayer d'avoir une conversation sur qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui doit être fait autrement, quelles sont les occasions de faire mieux. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a demandé à des représentants de la relève qui ont participé là, à notre rapport des signes vitaux de venir discuter avec nous de ces enjeux-là et des pistes de solutions là, dans un horizon sur 2030. Et c'est intéressant qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. Je vais vous présenter nos panélistes dans une minute, mais aujourd'hui, il y a si je comprends bien, là, je me trompe peut-être, mais il y a des budgets à Québec, à Ottawa, puis à Montréal. Il y a lundi, il va y avoir le plan climat du Québec qui va être publié et une loi sur le climat à Ottawa et donc une loi pour le climat qui va être déposée à la Chambre des communes. Et on sait que prochainement, Montréal va aussi dévoiler son plan climat. Donc, on sent que ça redémarre. Donc, je pense que c'est un bon moment pour avoir cette conversation-là. Donc, je vais vous présenter nos 5 panélistes en ordre des... c'est original, c'est en ordre des numéros d'objectifs de développement durable qui vont apporter la discussion. Donc, en premier, on a Laura Howard, qui est cofondatrice et directrice du développement des affaires chez Récolte. Et ça, c'est l'objectif de développement durable 2, qui est fin zéro. Évidemment, quand on parle de relance verte, on parle ici d'économie durable, on intègre également pas uniquement les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux liés à l'équité sociale et d'autres enjeux. En deuxième, on a David Martin-Milo, qui est président du conseil d'administration de Médecins du Monde Canada. Ici, c'est l'objectif du développement durable 5, qui est la bonne santé et le bien-être, qui est définitivement un objectif important en cette année. Aussi, nous avons avec nous Bertrand Fous, qui est cofondateur de Solon et coordonnateur développement et partenariat. Ici, on est dans l'ODD 9, qui est Industrie, Innovation, Infrastructure, mais qu'on pourrait aussi, compte tenu de ce que Solon fait, pourrait s'appliquer à une multitude d'objectifs de développement durable. Ensuite, nous avons Mallory Wilson de Entremise, qui est ODD 11, donc Ville et communautés durables, qui aurait pu, je pense, s'appliquer aussi à Solon. Et finalement, Andréane Parent, que je connais bien, puisqu'elle est directrice du projet Climatique Canada, un organisme là, sur lequel, en toute transparence, je dois vous dire que je siège au conseil d'administration du projet de la réalité climatique Canada, qui est l'organisme fondé par Al Gore aux États-Unis, mais c'est la branche canadienne. Et ici, on est littéralement dans l'ODD 13, qui est mesures relatives à la lutte au changement climatique. Alors, je vous remercie à tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse à avoir une discussion qui est dynamique entre nous. Et je vais vous poser des questions qui appellent des réponses très longues, mais je vais vous demander de garder des réponses courtes pour ensuite, je puisse vous faire rebondir les uns les autres pour avoir une discussion dynamique, puis après ça, pouvoir conserver le plus de temps possible pour échanger avec les participants. Alors, la première question que j'aurais le goût de vous poser, d'après vous, parce que je parlais qu'on est dans que la COVID nous a coupé les jambes, mais en même temps présente des occasions de changer les choses ou de faire les choses différemment au sortir de la crise. Quelles sont les choses que vous souhaiteriez qu'on change ou que vous pensez qu'on peut changer dans les prochaines années qui vont nous permettre d'accélérer la transition écologique dans un horizon sur 2030? Et je n'ai pas d'ordre particulier. Peut-être je commencerai par, je vais y aller dans l'ordre où je vous ai présenté. Je commencerai par Laura. Merci. Alors oui, c'est une grosse question. Puis je vais peut-être commencer par dire un gros et beau question, mais par dire que justement, oui, fin zéro, c'est un enjeu spécifique lié à l'insécurité alimentaire, mais ça se retrouve dans un écosystème plus large qui est nos systèmes alimentaires, qui est plein de joies et facettes et qui fait justement que
Nous, à Récolte, on travaille aussi avec la Fondation Gammayal sur le projet Fin Zéro, à toujours regarder, fait le regard de quel est l'enjeu d'insécurité alimentaire de Fin Zéro situé dans un écosystème de sécurité alimentaire. Puis je pense qu'avec la crise, on a justement vu que c'est fragile, que l'économie plus mondialisée crée une fragilité, que c'était beaucoup les entreprises locaux, les fermes familiales, les instances plus locales qui ont pu pivoter pour nourrir leur communauté, pour nourrir les personnes autour d'eux. Les plus grandes entreprises ont eu un peu plus de problèmes de shifter vers la réponse à cette crise-là. L'opportunité qu'on a vue, c'est ça que dans un monde de COVID, il y a beaucoup de gens qui sont retournés vers leur famille familiale, leur femme familiale de proximité, puis ça, c'est très positif. Là, ce que ça nous prend, et puis je pense que c'est là, il y a cette réflexion sur comment une économie durable et aussi souvent une économie peut-être plus localisée, où il y a une capacité de peut-être se servir entre nous. Puis je veux dire, pour le système alimentaire, il y a beaucoup un besoin pour les infrastructures locales qui appuient ces liens entre nos communautés rurales, nos communautés urbaines, différents besoins aussi. Je pense qu'on a du travail à faire à aider des entreprises, des PME à plus petite échelle, des fermes familiales à répondre à une diversité de besoins. Alors présentement, on a vraiment un système d'aide alimentaire qui est dépendant. Peut-être qu'on peut argumenter des éléments d'un système brisé qui est beaucoup de rejets et des surplus qui se retrouvent dans les mains des personnes sans les ressources économiques et autres pour accéder à la bonne bouffe. Puis c'est surtout, je pense, on voit l'opportunité, on voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut shifter l'amélioration à l'accès aux économies, au marché local pour une diversité de types de femmes qui veulent nourrir leur communauté, puis une diversité de personnes, et que présentement, la justice alimentaire et la juste prix des aliments, est un peu face à face, qui fait des défis de pouvoir répondre, mais qu'il y a l'opportunité dans ces crises-là de réévaluer comment est-ce qu'on voit les besoins multiples, puis on regarde notre économie plus loin que juste non seulement des besoins de la nature, mais aussi les besoins sociaux, les besoins à divers niveaux, puis on fait le lien entre les deux. Parce qu'il y a plusieurs des fermes aussi qui veulent nourrir le monde, veulent nourrir tout le monde à différentes échelles. Puis c'est beaucoup de femmes qui essaient eux-mêmes aussi de faire ça d'une manière plus durable, régénérative, etc. Mais c'est ces enjeux de coût réel de la production qui est peut-être non soutenu par des instances plus larges, des subventions, etc., qui peut-être c'est là qu'il y en a des barrières pour laisser des producteurs qui aussi vivent souvent sur une ligne de pauvreté, de nourrir des autres personnes qui vivent en pauvreté. Alors, on est dans une dynamique de vraiment repenser tout ça, puis de voir comment nous laisser nous-mêmes se nourrir nous-mêmes avec les ressources autour de nous, par la relocalisation de nos économies locales, par nos infrastructures, par nos emplois, et de créer plus d'emplois durables, peut-être moins facilement délocalisés, qui peuvent de mieux en mieux répondre à des besoins locaux. Merci Laura, c'est vraiment c'est une perspective souvent qu'on oublie quand on parle des enjeux d'une économie durable, mais je me souviens quand on faisait la recherche pour un livre que j'ai publié avec des collègues en 2018 qui s'appelait Demain le Québec, on était allé visiter une coopérative alimentaire à Mingan, où littéralement Mingan est devenu un désert alimentaire, alors qu'il y a une génération, deux générations, les gens avant l'arrivée de la route puis avant l'arrivée des grands projets, les gens avaient une certaine autonomie alimentaire. C'est un territoire qui était très riche pour les pêches, pour la chasse, même pour la cueillette. Et avec le temps, les gens ont perdu la capacité de faire ont perdu leur autonomie alimentaire, puis devenaient totalement dépendants de ce qui venait du sud. Puis d'être dans une ville avec quelques centaines d'habitants où il y a seulement un dépanneur avec un brocoli suremballé par ailleurs, c'était quand même frappant pour nous. Puis on ne s'en rend pas compte qu'on est inscrit, tout le monde, dans des réseaux comme ça alimentaires qui ne sont pas nécessairement ni durables ni enrichissants. Alors maintenant, je passerai donc à notre prochain invité. David Martin Milot, du côté de la santé et du bien-être, mais peut-être aussi plus largement, là, vous avez le droit d'intervenir sur tous les enjeux que vous voulez. Je ne vais pas vous cadrer trop. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Puis quelle est l'opportunité de changer quelque chose qui pourrait avoir un impact structurel ou durable? Absolument. En fait, je suis médecin en santé publique. Donc, pour moi, la santé, c'est déjà un concept qui est beaucoup plus large que la santé, l'absence ou la présence de maladies.
physique et mentale. En fait, je crois que, entre autres, la situation actuelle nous a permis de sentir ou d'élargir un peu plus le nombre de personnes qui se sont senties en position de vulnérabilité. Souvent, les vulnérables, on les identifiait comme étant les personnes qui habitent dans la rue, les personnes qui ne sont pas dans nos systèmes de santé économique, etc. Mais ça a donné un gros coup, je dirais, à l'ensemble de la population qui ont pu voir que finalement, la position où on ne se sent pas en vulnérabilité n'est pas si solide que ça. Et je crois que ça a permis quand même de conscientiser la population au fait que des personnes qui justement vivaient dans une plus grande vulnérabilité, dans une plus grande précarité, n'étaient pas si différentes qu'elles, que c'était simplement des événements particuliers qui avaient peut-être fait que ces personnes-là se retrouvent dans cette situation-là. Il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites autour des populations plus précaires, disons, pré-COVID, si on pense justement à des populations en situation d'itinérance, des populations migrantes. On a parlé beaucoup justement de la migration, de par le fait que les personnes donc, qui avaient une plus grande précarité avant la COVID sont les personnes qui ont le plus goûté, qui ont malheureusement le plus été affectées par cette crise-là. Donc, on en a discuté davantage. Je pense qu'il y a un effet de sensibilisation par rapport à la vulnérabilité de chacun, la vulnérabilité de soi. Et donc, avec le fait de se reconnaître dans cette vulnérabilité-là, une plus grande ouverture peut-être aux autres. Mais je pense qu'un des grands effets qu'a eu aussi la crise actuelle, c'est que ça l'a exacerbé ou ça l'a exposé peut-être au plus grand jour les fameux liens qu'on voit quand on pense à une santé ou à une condition globale des individus. Déjà, on avait un concept, premièrement, peut-être déjà par rapport au déterminant de la santé, on en parle beaucoup plus depuis le rapport Lalonde, depuis quelques dizaines d'années, où on sait que le revenu, le logement, l'alimentation et maintenant les changements climatiques ont des effets qu'on peut mesurer, qu'on peut observer sur la santé des individus. Et tout ça a donné lieu à un mouvement qui s'appelait One Health, une seule santé, dans lequel on mettait ensemble, on regardait quelles étaient les interrelations entre les êtres humains, les animaux et les végétaux. Ça a propulsé la réflexion par rapport à qui d'autre devrait être autour de la table ou quels autres domaines, quelles autres sphères devaient être incluses dans notre conception de la santé. Et justement, l'environnement a fait de plus en plus sa place. Vous avez probablement entendu parler de groupes qui se mobilisent, que ce soit des médecins, que ce soit d'autres professionnels de la santé, qui se mobilisent en santé. C'est extrêmement positif. Finalement, on en parle, mais pas assez. C'est encore très, très préliminaire, je dirais. Je fais partie d'un groupe de réflexion avec l'Association médicale canadienne dans lequel, justement, on parle du post-pandémie, puis on se rend compte à quel point on est très peu outillés pour faire encore les liens entre environnement et santé. Pourtant, il y a tellement de mobilisation, on a tellement de données, mais au niveau des changements de comportement, d'attitude, au niveau des connaissances, ça commence, disons. Il y a dans les facultés de médecine, dans les différents programmes de santé, il y a 5-10 ans, non, il y a 5 ans peut-être plus, on a commencé à intégrer les concepts de déterminants sociaux de la santé, mais ça commence maintenant à développer, on commence à développer les curriculums davantage autour justement des déterminants environnementaux de la santé. C'est extrêmement intéressant. Puis, finalement, je crois que justement la COVID offre une bonne opportunité de se pencher. La COVID, après tout, est une zoonose. Et donc, une maladie qui provient des animaux, qui a été transférée aux êtres humains. On a pu entendre parler aussi du Danemark qui a dû exterminer une quantité très impressionnante de visons parce qu'il y avait une mutation du virus dans cette population animale-là. Donc, on comprend peut-être ou on observe, on apprécie un peu plus les différents liens qu'il peut y avoir entre des populations animales, végétales et des populations humaines. Donc, je pense qu'au niveau de la sensibilisation, on a un moment où que le fait de poser des questions va donner des leviers pour avoir des réponses qui sont peut-être un peu plus intéressantes en termes d'action macro, d'action globale qui sont faites pour le mieux-être de la santé de la population, mais aussi pour le mieux-être de notre planète de manière générale, je crois. Oui, c'est particulier quand même qu'on ne considère pas la santé de la planète, la santé des écosystèmes puis notre santé comme étant une seule et même chose, alors que c'est tellement relié. Par ailleurs, c'est vrai que la grande revue médicale de Lancet a publié un rapport volumineux sur la santé puis les changements climatiques en disant que les changements climatiques étaient
une des principales menaces à la santé publique dans les prochaines décennies. Puis plus près de nous aussi, on a François Reeves Dr. François Reeves qui a publié son livre Planète Cœur où il démontrait qu'il y avait un lien comme très, très évident. On savait qu'il y avait un lien entre les maladies respiratoires puis la qualité de l'air, mais dans son livre, il vulgarise très, très bien les liens entre les maladies coronariennes et la qualité de l'air. Et une des choses qui m'avait vraiment tellement frappé, c'est que il y avait des études qui démontraient que la qualité de l'air pouvait avoir un impact encore plus grand sur les maladies coronariennes que l'alimentation puis le style de vie. Bref, tout ça est vraiment... et d'ailleurs, il disait, si tu améliores la qualité de l'air, c'est l'impact que ça a. Si j'inventais un médicament qui avait le même impact, j'aurais le prix Nobel demain matin. Et dans le fond, la seule chose qu'on aurait à faire, c'est nettoyer un peu la qualité de l'air. Donc, merci, David Martin. On va y revenir, c'est certain. J'irai maintenant du côté de Bertrand Fous. Bertrand, de ton côté, évidemment, ça fait plusieurs années qu'avec Solon, vous êtes vraiment dans l'innovation, je ne sais pas comment le dire, c'est beaucoup de l'innovation sociale autant que des innovations plus, je dirais, du côté technologique ou du génie, tout ça, mais vous avez réussi beaucoup à lier les deux ensemble, c'est-à-dire la mobilisation de la participation citoyenne avec des solutions innovantes sur le terrain. Donc, ce que vous faites est particulièrement, je dirais, à l'avant-garde. Puis vous avez vraiment déblayé, vous êtes sorti des sentiers battus. J'aurais le goût de te demander qu'est-ce que tu vois, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce que vous envisagez, puis parce que vous êtes déjà dans les solutions, qu'est-ce qui peut être mis à l'échelle rapidement, puis pour pouvoir arriver à des changements plus grands? Bonjour à tous et tous. Merci, merci Carole pour l'introduction. Merci pour la question, la mise à l'échelle. Oui, si on réfléchit, nous, l'objectif, là, c'est d'avoir une transition socio-écologique ambitieuse, puis que la décennie qui s'ouvre soit celle-là, celle de la transition. Avant d'arriver à la question de la mise à l'échelle, j'arriverai justement à la fin, en fait. Moi, je vois, il y a une multitude de changements qu'on doit espérer pour que la transition voie le jour. Et si je dois vraiment en citer deux aujourd'hui, j'ai réfléchi, je me suis préparé. Il y en a deux qui me semblent spécialement importants, surtout avec ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre. C'est d'un côté la démocratisation, la démocratie et les liens sociaux. Et de l'autre côté, une révision de notre rapport à la consommation. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Puis je pense que là, avec ces deux-là, alors il y a d'autres changements, mais ces deux-là sont à mon avis des clés de la construction d'une société plus résiliente et puis qui soit davantage capable de faire face aux crises qu'on ressent, qui vont se multiplier dans les prochaines années. Sur la démocratisation, là, je crois qu'on le sent un peu tous dans les événements qu'on vit. C'est un sujet d'actualité. On sent que notre capacité de décider ensemble elle est de plus en plus difficile. Le monde est polarisé, le dialogue, c'est pas évident. La recherche du bien commun, au-delà de la négociation autour de ses intérêts individuels, on semble de plus en plus difficile. Et puis, ça amène à des idées macro. Certains États commencent à innover, c'est pas facile. On doit revenir sur des décennies d'individualisme un peu forcené, là. Mais peut-être une des conditions de réalisation au niveau de la démocratisation serait peut-être de repartir plus près de nous, de repartir de la base, des gens, de qui on est nous, de nos quartiers, de nos territoires, pour recommencer à expérimenter de nouveaux mécanismes démocratiques. On a tous un rôle à jouer dans nos organisations, dans nos quartiers, dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'on doit et qu'on peut et qu'on doit construire ou reconstruire des processus et des mécanismes non seulement de décision collective, mais aussi d'information, de discussion, de délibération, et puis culturellement valoriser tous ces processus-là, valoriser le temps qu'on y met et reconnaître que c'est une des conditions essentielles du vivre ensemble. Alors, après, une démocratie plus vivante, si on parle de démocratisation, c'est une série d'autres choses. C'est d'autres conditions de changement, puis ça crée des liens directs avec d'autres dossiers importants. Dernièrement, toutes les discriminations systémiques, les inégalités galopantes, tout ça sont des éléments essentiels d'une démocratie qui fonctionne. Mais si je dois focaliser, là, je me dis la démocratisation là, pour les prochaines années, c'est essentiel. Le deuxième aspect, c'est la déconsommation. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça fait des années, effectivement, Carole, tu dis, ça fait des années que je me retrouve à travailler sur de développement de projets de lutte au changement climatique, différentes organisations. Puis plus le temps avance, plus j'ai l'impression d'être dans une fuite en avant.
on développe des nouvelles technologies, on développe des nouveaux projets, on rajoute des technologies pour résoudre les enjeux des précédentes technologies, on rajoute de la complexité pour empiler sur la complexité précédente, j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Puis moi, il y a un exemple qui m'a parlé en Europe. Maintenant, ils sont partis sur le délire des avions à hydrogène. Waouh, on va mettre une nouvelle technologie, on va mettre de l'hydrogène dans les avions, puis ça ne va plus polluer. Puis un simple calcul d'un collectif d'ingénieurs montrait que juste pour l'aéroport de Roissy, juste à Roissy en France, si on veut passer tous les avions à hydrogène, c'est 15 000 éoliennes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de rajouter, de rajouter, de rajouter. Et puis ça, c'est un exemple qui peut paraître extrême, mais qui se traduit un peu dans beaucoup de choix quotidiens qu'on fait même ici au Québec. À quoi ça sert de mettre autant de ressources, par exemple, pour des chars électriques, alors que finalement, ça amplifie les enjeux de l'auto-solo, et puis ça ne résout pas toute une série d'autres, et ça met la pollution ailleurs. Donc, il y a un peu une notion de fuite en avant sur les projets. Et ça ne veut pas dire que tout ça, c'est mauvais. Je ne veux pas dire par là, il faut arrêter tout ça, la technologie, c'est pas bien. Mais il y a des questions plus profondes à se poser. Puis, à mon avis, une question de rapport à la consommation. De consommation de toutes ces choses-là. Alors, c'est des questions très macro, de nouveau, à l'échelle des choix de société, des modèles de développement. Mais c'est aussi des questions qu'on peut se poser plus proches de nous. Et comme pour la démocratisation, je reviens à ça, c'est l'échelle locale, l'échelle du quartier, du territoire, des solidarités. Ça peut être vraiment une bonne échelle pour expérimenter, comme on le fait, comme tu le dis, Karel, des nouvelles perspectives, alimenter une réflexion plus globale. Et puis là, je rejoins des points que Laura a fait. Il y a toute une opportunité de redéveloppement économique, de relance économique autour des infrastructures locales. Il y en a beaucoup dont on aurait besoin, des infrastructures qui nous permettent de vivre mieux dans nos quartiers, de vivre de façon plus solidaire. Il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire. Et puis, je boucle avec ta question sur la mise à l'échelle, Karel. Parce que oui, ça a l'air, et c'est presque un cri du cœur, parce que j'ai l'impression que quand on parle de développement local et de quartier, etc., j'ai l'impression qu'on passe toujours l'image que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre à l'échelle. C'est quelque chose de petit, puis il faut penser directement à l'échelle mondiale, à la grande échelle. Mais je pense que la dissémination, la multiplication des initiatives territoriales représente un potentiel de mise à l'échelle sur la prochaine décennie qui est vraiment important. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis en commun, des outils ouverts, des logiciels, en fait des outils ouverts au sens large, qui peuvent être rendus disponibles à tous les territoires, à toutes les communautés. Et je pense qu'on sous-estime très largement le potentiel de mise à l'échelle de l'action locale et territoriale. Merci Bertrand, c'est fascinant parce qu'effectivement, il y a tellement d'innovations qui se produisent dans les villes, notamment en Amérique du Nord et en Europe, à l'échelle locale, dans les quartiers, que la mise à l'échelle, c'est beaucoup comme des modèles qui peuvent être répliqués d'un endroit à l'autre, mais surtout qui doivent être adaptés puis venir de la base. Puis je pense que le lien entre les infrastructures sociales ou économiques qu'on peut construire localement puis la démocratisation, je pense que ça va ensemble définitivement. Sur la consommation, c'est fascinant parce que on vit dans un monde où on n'a jamais été aussi riche, mais on n'a jamais été aussi endetté. Puis je faisais une émission de radio à Radio-Canada il y a, je pense que c'était au début janvier 2019 avec Laure Varidel. Puis les recherchistes de Radio-Canada nous avaient fourni des chiffres. Alors, aux États-Unis, il y a plus de sites, des sites d'entreposage que de Starbucks. C'est-à-dire que les gens, déjà, ont des grosses maisons, mais ils n'ont plus assez de place dans leur maison pour entreposer les objets qu'ils possèdent. Et donc, ils sont obligés d'entreposer, de se louer des sites d'entreposage. Puis c'est comme fascinant de voir qu'on vit dans une société où on est pauvre, mais enseveli sous la richesse en même temps. Et le chiffre moyen, je pense qu'il y avait 350 000 objets dans la maison moyenne aux États-Unis. Tu sais, c'est 350 000 objets. Puis là, j'essayais de calculer, puis effectivement, quand on regarde les maisons, c'est pas long qu'on accumule. Donc, bref, oui, il y a un enjeu de consommation très, 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 très clair. Puis on sait que passer un certain niveau de consommation ou de richesse, la qualité de vie ou l'indice de bonheur des gens ne s'améliore plus. On fait juste en ajouter, mais on n'est pas plus heureux. Donc, c'est intéressant. Puis, j'avais un collègue qui avait fait un calcul que si on revenait au niveau de consommation, si on réduisait notre consommation de moitié par personne au Canada, ça nous ramènerait au niveau de consommation qu'on avait en 1975. Puis quand on parle aux gens, souvent 1975, c'est comme une ère bénie qui a été perdue. Tu sais, à l'époque où finalement les gens vivaient plus calmement, tout ça, mais bref, ça ne nous fait pas remonter à l'époque des charrettes ou même à l'époque de l'homme des cavernes. Donc, très clairement, la consommation est un enjeu à explorer.
Je voulais maintenant passer la parole à Mallory qui va pouvoir nous parler. Peut-être tu pourrais aussi nous parler rapidement de ce que c'est Entremise, parce que je pense que c'est une organisation qui mérite à être connue, découverte, puis ensuite nous dire qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on peut changer rapidement au sortir de la crise pour changer les choses. Bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Mallory Wilson, je suis la directrice de Entremise. Et merci de m'avoir ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là et encore plus heureuse de suivre Bertrand, en fait, parce que je ferai de la pouce sur ces deux changements, sur les deux changements qu'il envisage. Et chez Solon, il souhaitera que ça soit la décennie de la transition, et chez Entremise, ce qu'on pratique, c'est l'urbanisme transitoire. Donc, on est un OBNL qui était formé en 2016 et ce qu'on souhaite faire, c'est de transformer tous les actifs immobiliers, les bâtiments sous-utilisés et vacants dans les grandes villes en espace pour les citoyens, en espace pour le bien commun, en actifs civiques, en fait. Donc, les deux changements que nous, on considère super importants pour les prochaines années sont très reliés à la consommation et la démocratisation. En fait, que nous, on voit que c'est très, très, très important qu'on considère des manières de penser et de fabriquer la ville qui sont plus soutenables, plus durables écologiquement et plus inclusives. Donc, les exemples que je voudrais donner pour soutenir ces deux changements-là, c'est d'abord par rapport à la durabilité. Donc, il faut qu'on sous-consomme les immeubles. Nous sommes dans la même logique avec la construction de la ville que nous sommes dans la construction de tout autre objet qu'on utilise. Actuellement, si un immeuble ne dessert pas nos intérêts actuels ou nos usages actuels, on le démolit. C'est absolument la folie, sachant que la plus grande partie de ce qu'on retrouve dans les sites d'enfouissement au Québec et ailleurs au monde, c'est les déchets de la construction et la démolition d'immeubles. Autant plus qu'on peut regarder ailleurs, tout simplement pour voir que c'est dans les anciens immeubles, les plus petits immeubles, qu'on va retrouver la plus grande concentration d'entreprises d'économie sociale, entreprises culturelles et petites entreprises, des PME. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut regarder les bâtiments existants et se forcer à s'adapter à leur utilisation et non pas démolir pour reconstruire, notamment avec des matériaux qui sont moins nobles, tout en recommençant, par exemple, la cycle de vie et l'utilisation des matériaux. Donc, toute cette idée-là d'une déconsommation d'immeubles et de matériaux de construction. On peut déconstruire un immeuble pour utiliser cette matière brute pour reconstruire autre chose. Actuellement, on met tout ça aux déchets. Ça, c'est le premier changement qu'on pense devrait se faire. Et ce que nous avons besoin pour se permettre ce changement, c'est un nouveau système d'évaluation d'immeubles. Donc, actuellement, chez Entremise, on essaie de développer ce qu'on appelle le audit transitoire, mais il y a probablement beaucoup de manières de voir ce nouvel système d'évaluation qui serait plausible. Mais si je vous donne un exemple très pressant, nous avons, par exemple, sur le site du Mont-Royal, l'hôpital Royal Victoria. Actuellement, si on demande à les personnes responsables, dont la province, quel élément de ce site-là est réutilisable dans un prochain projet, ils vont te dire que 90% de l'immeuble n'est plus bon. Mais en fait, 90% de l'immeuble est utilisable, mais ça dépend pour quelle chose, pour quelle raison. Donc, on souhaitera de voir qu'on ne soit pas en train de jeter des escaliers en marbre, des fenêtres faites en bois, un matériau hyper réparable, à la différence des fenêtres faites en aluminium, par exemple, des boiseries, des cloisons, des vestiaires, faites tout à partir de matériaux réutilisables. On souhaite ne pas voir ces choses-là jetées pour simplement faire la reconstruction. Donc, ça, c'est vraiment une question de comment on évalue les immeubles, leur utilité et les matériaux qui les composent. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, ça touche à la démocratisation. Donc, comment est-ce qu'on construit des projets et on réfléchit et on construit des projets immobiliers en ville? Encore, je pense que là, le meilleur exemple, c'est d'utiliser un exemple. La meilleure chose, c'est d'utiliser un exemple. Et on se retrouve très souvent avec un certain nombre de personnes très restreint à la table quand on démarre un projet d'immobilier ou un projet de redéveloppement urbain. Donc, on se dit uniquement les gros joueurs
peuvent être à la table parce que c'est seulement eux qui ont une vue sur le long terme, qui ont la capacité financière d'agir dans un contexte qui est très rapide, qui est le contexte de l'immobilier. Donc, ce que nous, on souhaite, c'est qu'on rajoute un moment transitoire. Nous, on appelle un moment transitoire, mais on peut l'appeler ce qu'on veut, dans tous les projets immobiliers qui desservent une communauté donnée pour que cette communauté-là ait la possibilité de participer comme un vrai partenaire de développement. Donc, un projet transitoire, c'est tout simplement se donner un espace-temps dans le développement d'un projet immobilier où on n'essaie pas de tout bien canner au départ, tous les acteurs qui vont y participer au début, et on permet un minimum de 1 an, 2 ans à que les acteurs des collectivités y participent pour qu'ils puissent être à long terme des partenaires de développement. Et de cette manière-là, on croit qu'on va permettre une certaine démocratisation ou inclusivité dans le marché immobilier à long terme. C'est tout. Génial, merci. C'est un peu aussi, je trouve, une façon de dire la manière dont on développe la ville, ce n'est pas uniquement un enjeu qui concerne les acteurs privés, mais nos bâtiments, même s'ils sont de propriété privée, ils font aussi partie d'une ville qui appartient finalement à ses habitants. Puis je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, ce qui m'amène à passer la parole à notre dernière panéliste, et non la moindre, Andréane Parent. Andréane, toi, évidemment, tu es en campagne en fait permanente sur la question du climat, puis tu as été aux premières loges finalement de la mobilisation de 2019 aux côtés des jeunes, puis tu continues de travailler là-dessus. En fait, la même question que tous les autres, mais est-ce que. Mais c'est la même question que tous les autres, mais j'aimerais ça t'entendre si l'élection présidentielle américaine, ou en fait les résultats de l'élection te redonnent un peu d'espoir, peut-être comme juste en préambule, mais ensuite, sur la question du climat, compte tenu du fait que, comme on a eu l'impression que tout a été mis sur pause, comment on redémarre, comment on recommence à bouger? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux et celles qui m'ont précédé. Je pense que ça met très bien la table. Et juste un petit moment aussi pour reconnaître que je vous parle de Joe Daguet, communément connu sous le nom de Montréal, donc un lieu qui a servi d'espace de rencontre depuis des millénaires aux nations autochtones. Et je tiens notamment à remercier les nations Haudenosaunee et Anishinaabe à titre de gardiennes traditionnelles des eaux et des terres sur lesquelles on est rassemblés aujourd'hui pour nous permettre de nous rencontrer dans des bonnes conditions. Et effectivement, en fait, quand on réfléchit les enjeux climatiques et la crise dans laquelle on est en ce moment, on voit en fait à quel point ça nous permet de nous propulser dans un état d'urgence et de voir comment on répond à une crise et comment justement nos facteurs de vulnérabilité sont exacerbés, comme ça a été mentionné par plusieurs personnes avant moi, mais aussi ça nous permet d'avoir un moment de réflexion pour réfléchir comment on veut réfléchir le vivre ensemble dans un contexte justement de post-crise. Et en réalité, quand même, quand on parle de post-crise, c'est une espèce de leurre parce qu'on est dans une crise. On est dans une crise climatique et la gravité des inégalités structurelles qu'on a mis en place dans notre modèle social est déjà ressentie par beaucoup de nations à travers, même ici au Canada, mais à travers le monde également. Donc, réfléchir à notre projet collectif dans le contexte de la COVID, il y a ce même degré d'urgence doit être considéré. Ce que ça nous permet de voir, c'est lorsqu'on se concentre à écouter ce que la science nous dit, comment on peut finalement avoir des réponses qui sont ancrées dans des faits tangibles et non pas dans des impressions. Et deuxièmement, comment les crises sont profondément intersectionnelles. Donc, des visions qui sont de régler la crise climatique selon un angle, on va dire, technologique, ou avec une vision extrêmement segmentée, ne répondent pas à la complexité, en fait, des enjeux liés au climat. En réalité, c'est des solutions absolument holistiques et intersectionnelles qui vont devoir être mises en branle. Et là-dessus, on voit, en fait, déjà au Canada et particulièrement au Québec, que la population est déjà extrêmement disproportionnellement sensibilisée à l'urgence climatique, est déjà prête et demande plus d'action, plus d'ambition. On l'a vu symboliquement quand les gens ont pris la rue, effectivement, en 2019, mais on le voit à répétition dans ce que les gens expriment.
à travers des sondages ou dans la façon même dont l'enjeu climatique est mis de l'avant. Le problème, c'est qu'on a tendance aussi dans les discours à mettre cette opposition comme si économie et la résilience climatique étaient profondément opposées. En réalité, ce qu'il faut, les discours sur lesquels il faut investir maintenant, c'est réfléchir justement comment la crise climatique peut être une opportunité de redéfinir structurellement les espaces dans lesquels on vit ensemble. Et ces solutions-là vont être tout aussi multiples et tout aussi intersectionnelles. Et c'est là-dessus où je fais vraiment du pouce sur ce que Mallory et Bertrand ont dit avant moi. Donc, ça va passer notamment par davantage d'imputabilité entre nos élus et les citoyens et les citoyennes. Donc, ça va passer aussi par non seulement la mise en œuvre de plans climatiques, ça va m'amener à la réponse à ta question initiale sur les élections. Karel, je vais terminer peut-être avec ça, mais davantage d'imputabilité, donc de se doter de plans climatiques extrêmement ambitieux, même on le dira, la majorité d'entre eux ne sont pas assez ambitieux et ne sont pas à la hauteur des exigences de la science, mais même ceux dont on se dote actuellement, s'il n'y a pas d'imputabilité pour atteindre les cibles qu'on définit, pour s'assurer qu'on est capable d'opérationnaliser ça, bien finalement, ce sont des vœux pieux. Et à ce moment-là, on alimente non seulement le cynisme, mais en plus, on n'atteint pas les résultats qu'on doit atteindre et ça reste un enjeu extrêmement important pour la santé publique, pour la vulnérabilité des populations. C'est même un enjeu existentiel comme population. Donc, il faut non seulement se doter de cibles, mais d'être capable d'être imputable et d'avoir des moyens de les opérationnaliser et surtout qu'il y ait davantage de transparence et, encore une fois, d'imputabilité où les élus font de la reddition de comptes aux citoyens, où on comprend, je mets à l'échelle d'une ville comme Montréal, comment les Montréalais ont contribué à la réduction des déchets dans une ville comme Montréal en compostant? Comment notre participation active a contribué à une réduction des déchets, par exemple? De la même manière, je pense que c'était mentionné par Mallory et Bertrand, de voir comment les citoyens et les citoyennes peuvent aussi se mobiliser, s'organiser pour défendre des projets de société, des projets de mieux vivre ensemble, mais aussi comme organisme, nous, au projet de la réalité climatique, ce qu'on met beaucoup de l'avant, c'est la littératie des politiques publiques. Donc, d'être capable d'outiller les citoyens pour être capable de comprendre quelles sont les politiques qui ont le plus d'impact sur le collectif, sur le vivre ensemble, etc. Et en plus de ça, bien, on y vient, les enjeux liés à la solidarité. On se rend compte justement que réfléchir à la crise climatique, ça va nécessiter de penser un vivre ensemble qui aborde de plein fouet les enjeux antiracistes. Donc, ça doit être une lutte qui doit être profondément antiraciste. Ça doit être une lutte qui est décoloniale. Donc, les enjeux liés à la souveraineté, notamment autochtone, sont extrêmement importants dans la manière de réfléchir les solutions à la crise climatique. Et de la même manière, bien, finalement, cette solidarité-là doit se traduire à tous les niveaux, donc dans la proximité aussi intergénérationnelle qu'on a, et on l'a vu tout particulièrement dans la crise de la COVID, bien, comment certaines générations ont été impactées de plein de fond, comment ça a exacerbé, on le disait plus tôt, des facteurs de vulnérabilité. On doit réfléchir un tissu social qui soit beaucoup plus serré et qui ne permette pas finalement à ce que certains groupes de population ressentent les effets d'une crise de façon disproportionnée. Et donc, quand on regarde les résultats des élections, est-ce que, oui, ça nous permet de ressaisir le momentum, je pense par rapport à l'accord de Paris, notamment de se dire, bon, ben, un des plus gros pollueurs ne sera pas exclu complètement de cette conversation, alors que à travers le monde, on voit de plus en plus de pays qui révisent leurs cibles et qui proposent des projets de plus en plus ambitieux. Donc, de savoir que les États-Unis vont rejoindre l'accord de Paris, bien sûr, ça rassure, mais encore une fois, il faut que ça se traduise par des modes d'opérationnalisation de ces engagements-là qui nous permettent de façon effective de réduire notre empreinte. Et notamment, quand je pense aux États-Unis, je pense aussi à réfléchir profondément aux luttes antiracistes qui sont au cœur de la crise aussi dont il est question, le racisme climatique ou le racisme environnemental est un problème qui est encore plus criant, on va dire, aux États-Unis, où certaines communautés sont encore plus vulnérabilisées, à proximité de projets d'exploitation, par exemple. Donc oui, on va dire,
ça donne une lueur d'espoir, mais il faut saisir le bâton et s'assurer vraiment qu'on est capable de tenir, encore une fois, imputables nos élus et qu'on est capable de répondre à l'urgence de la crise climatique. Merci beaucoup, Andréane. Je note un peu ce qu'on s'est dit, puis dans le fond, on est en train de réécrire, on est en train de réécrire le monde au complet. Donc, on s'est dit, d'abord, il faut, quand j'écoute ce qu'on se dit finalement, puis c'est une des choses que je voulais amener d'entrée de jeu, puis j'ai un peu oublié de le cadrer comme ça, mais c'est comme si on vit une sorte de tempête parfaite en ce moment où on se dit, on est obligé de repenser toute la question du racisme, de l'inclusion. Enfin, on est obligé de pas repenser, mais on est obligé d'adresser cette question-là, là, si vous me passez l'anglicisme, qui a trop longtemps été sous le tapis. On sait qu'on a des enjeux de démocratisation, on a des enjeux de consommation. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos villes, d'autant plus qu'il y a plein de bâtiments qui sont inoccupés à cause du commerce électronique, à cause de la COVID, à cause de plein de choses. Comment on réoccupe notre ville, comment on reprend le contrôle de nos quartiers, puis comment est-ce qu'on se remet en marche dans la question de la lutte climatique. Donc, on voit que toutes ces questions-là, tous ces enjeux-là sont liés ensemble, puis nous demandent de réinventer beaucoup de choses en même temps. Puis la prochaine question, c'était quel peut être le rôle de la philanthropie? Mais moi, j'aimerais l'amener, j'aimerais garder cette question-là et vous l'amener plus précisément encore à la Fondation du Grand Montréal pour 2021. Dans cette optique-là de sortie de crise ou de tempête parfaite, on a créé 2 fonds, un qui vise la relance inclusive, puis l'autre qui vise la transition écologique. Puis la semaine dernière, on parlait beaucoup de relance inclusive. Cette semaine, on est plus dans la transition écologique, mais on sait de toute façon que les deux sont liés, je pense, dans des conversations qu'on a. Donc, pour aller encore plus loin que de dire c'est quoi le rôle de la philanthropie théoriquement, mais qu'est-ce que nous, à la Fondation du Grand Montréal, puis d'autres grandes fondations, je sais qu'il y a d'autres grandes fondations qui sont représentées dans l'atelier ici, qu'est-ce que la philanthropie peut faire pour mettre l'épaule à la roue, puis soutenir les changements qu'on veut voir arriver? Moi, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Puis là, je n'ai pas d'ordre. Si c'est quelqu'un qui veut comme prendre la balle au bon, puis commencer, ça me ferait bien plaisir de vous entendre. Puis je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a levé la main, là. Ah, David Martin, vas-y. Je vais y aller, en fait, avec une réponse qui intégrerait ces 2 concepts-là, puis en plus de ce qu'a dit aussi Bertrand et sur lequel les autres personnes après ont rebondi. Je crois que ce qui serait intéressant, en fait, ça serait d'assurer qu'il y a des espaces qui permettent cette fameuse démocratisation-là dont Bertrand parlait tout à l'heure, qui sont culturellement sécuritaires. On parle beaucoup du concept de sécurité culturelle par rapport aux Autochtones, mais je suis persuadé que c'est un concept qui s'applique aussi à d'autres cultures, que ce soit la culture, on peut parler, sans que ce soit en lien avec l'environnement, la culture des sportifs, la culture selon les genres, la culture autochtone, etc. J'ai pu voir, en fait, d'autres fondations donc dans le milieu philanthropique investir justement des espaces de dialogue, des espaces de co-construction en développement social. Et c'est important de le faire donc d'une façon, comme je disais, qui était culturellement sécuritaire. Mais ça dit, bon, on a été heurté de plein fouet, justement, qu'on a voulu épouser la cause autochtone à se questionner sur notre propre structure. En fait, comment on peut être une organisation alloctone, mais qui est alliée des populations autochtones et tout en respectant, en fait, en ayant cette fameuse approche-là de sécurité culturelle par rapport à la population autochtone. Puis on veut reproduire la même chose aussi avec d'autres populations avec lesquelles on travaille, que ce soit avec les populations migrantes, les populations itinérantes, parce qu'on se rappelle que ces populations-là restent des populations qui sont particulièrement touchées justement par les enjeux climatiques. Et de par le fait que leurs besoins principaux se retrouvent à la base de la pyramide de Maslow, ne vont pas nécessairement se sentir appliqués, se sentir intégrés, même dans les dialogues, dans les discours qui touchent au changement climatique. Parfois, certains peuvent même considérer les changements climatiques comme étant un luxe ou comme étant une réflexion sur un luxe plutôt, alors que ça ne l'est pas du tout, étant donné que, comme je disais un peu plus tôt, en fait, ces populations-là sont les principales touchées. Les migrants qui se retrouvent chez nous, c'est des migrants qui parfois ont eu à se déplacer par le fait justement des changements climatiques. On
on a vu justement que il y avait un lien entre les moyennes de température, les températures extrêmes et le nombre de demandes d'asile dans d'autres pays. Autochtones, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut reproduire justement, si on veut créer une violence environnementale de par le fait que les changements qu'on met en place s'inscrivent encore dans cette espèce de colonialisme-là qui est structurel, qui est systémique chez nous. Comment est-ce qu'on peut ne pas aller dans cette voie-là? Même chose pour les populations itinérantes qui vivent dans une complexité folle par rapport à plusieurs de leurs déterminants de la santé et du bien-être. Donc, comment est-ce qu'on peut créer ces espaces-là qui vont être inclusifs, qui va faire que je pense qu'il faut que de toute façon, ça s'inscrive en parallèle avec avec une volonté claire de vouloir continuer ce que fait la Fondation en termes de développement social. Mais comment est-ce qu'on combine ça avec l'environnemental pour que justement on réponde aux besoins primaires, on réponde à l'urgence du moment, mais on s'inscrit en même temps dans le long terme. Je pense que c'est un des grands défis que pourrait avoir la Fondation. Et selon moi, justement, c'est d'essayer de se questionner dans une façon qui est co-constructive, qui est pleinement ouverte, dans une façon qui est aussi dans la déconstruction des pouvoirs, pour que les personnes qui sont principalement touchées puissent avoir, elles aussi, leur voix dans ce débat-là, même si elles n'ont pas de logement, même si elles n'ont pas une terre qui leur est propre. Je pense que c'est donc important de pouvoir les inclure. Ça va être un défi vraiment assez important, je crois, pour la Fondation. Puis, c'est peut-être une invitation à ce que la Fondation se questionne elle-même sur sa propre participation aux logiques de pouvoir, justement, pour essayer de déconstruire ces pouvoirs-là, puis créer donc les espaces qui sont culturellement sécuritaires. C'est un peu une des réflexions qu'on a beaucoup à Médecins du Monde, nous autres aussi, étant donné qu'on travaille particulièrement avec des populations qui sont en grande vulnérabilité, en étant de l'extérieur, donc en n'ayant pas nous-mêmes cette grande vulnérabilité d'itinérance, cette grande vulnérabilité liée au colonialisme, par exemple. Merci beaucoup. D'abord, je peux te confirmer que c'est une réflexion qui traverse le mouvement philanthropique en ce moment, puis certainement une réflexion que nous, on a amorcée à la FGM. Donc, c'est tout à fait pertinent. Là. Ça fait partie de, comment je dirais, ça fait partie du ménage qu'on a à faire dans nos pratiques, puis dans notre vision, puis dans nos façons de faire. Qui veut prendre la balle au bon sur d'autres aspects? Mallory, oui, vas-y. Parfait. Merci. Donc, je trouve que je participe actuellement à un groupe de réflexion pan-canadienne sur le sujet. Et je pense que s'il y avait une chose que la philanthropie pourrait, selon moi, faire pour participer beaucoup à cette démocratisation de les pratiques, c'est de reviser et de réfléchir la question de la redevabilité. Donc, accountability. À qui est-ce que nous sommes redevables? Qui définit les priorités pour les différents paradigmes financiers dans lesquels les organismes doivent opérer? Et comment est-ce que le financement est octroyé selon quelle évaluation? Actuellement, on évalue de manière très top-down. Et je crois qu'il y a un très grand besoin pour les organismes qui portent, par exemple, des projets de pôles communautaires, de se faire évaluer par les populations à qui ils répondent. Je pense un exemple incroyable qui participe d'ailleurs à la comité de réflexion, c'est le Winnipeg Boldness Project à Winnipeg. Et je vais l'utiliser parce que c'est aussi très loin. Et c'est un projet qui dessert les besoins des familles autochtones, mais à la base, elle a été développée par le gouvernement afin d'assurer que les enfants autochtones arrivaient à rester à l'école. Mais et qu'il pouvait atteindre les mêmes cotes d'évaluation du score dans les évaluations provinciales à l'école. Mais en fait, ce que la madame qui gérait cet organisme-là s'est rendu compte, c'est qu'on ne pouvait vraiment pas agir sur ces deux éléments-là si on n'était pas en train d'utiliser les manières de réfléchir, les manières de penser et les manières d'agir
collectif de ces populations-là et que c'était un problème qui était plutôt un problème de santé publique et de santé en fait familiale que autre chose. Donc, elle a développé des laboratoires afin de répondre à ces enjeux-là de manière très holistique avec sa communauté, avec des approches complètement différentes. Et ce qu'elle prêche, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, elle a pu le développer uniquement en utilisation une formulation laboratoire, mais sinon, elle aurait été financée pour des programmes très clientélistes, mais elle n'aurait été pas financée du tout pour faire le fond, le cœur de son travail, qui était de travailler avec les familles à la base, qui permettait ensuite de réussir les objectifs que ce service-là a été développé pour réussir. Donc, je pense qu'on est tous dans cette situation-là, tous les organismes qui opèrent dans l'économie sociale, des OSBL, des associations qui desservent un besoin très ancrés dans le territoire, mais qui sont actuellement demandés d'opérer dans les paradigmes financiers qui sont déterminés par en haut, soit gouvernemental ou philanthropique. Donc, je pense que si on pouvait réévaluer la manière qu'on évalue la redevabilité et d'essayer de construire les outils de mesure d'impact sur les populations touchées, je pense que ça pourrait être très intéressant. Merci. Ça aussi, ça fait partie de nos réflexions. Merci, c'est bien de nous le rappeler. Bertrand? 3 petites choses, puis en partie notamment aussi sur la suite de ce que Mallory dit. Oui, sur la question de l'évaluation, en fait, je fais tout simplement déjà du pouce sur ce que Mallory dit. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis l'autre élément que je mets avec, en amont d'évaluation, c'est la question du... Puis peut-être toutes les fondations sont différentes, là je ne connais pas bien non plus toutes les fondations, mais la question du multi-impact est un peu aussi en lien avec ce qu'Andriane disait sur le lien entre tous les impacts. On se retrouve, je pense que le monde philanthropique, ça pourrait être intéressant de lutter contre la tendance au silo et de lutter contre la tendance à avoir certains programmes ou certaines aides qui sont dédiées parfois à un enjeu, parfois à l'autre enjeu. Puis les pouvoirs publics font la même chose en pire, je pense. Et ça peut rendre l'existence de certains projets très, très difficile. Puis ça amène derrière aussi la question d'évaluation qu'on en fait. Puis là, c'est le point de Mallory, donc je ne vais pas le refaire. Un deuxième élément, c'est comment est-ce que le monde philanthropique peut favoriser la collaboration et éviter la tendance très facile, hein, c'est à la compétition entre organismes, entre regroupements, entre tout ce qu'on veut. Et puis, très concrètement, un troisième élément que je me posais, on a beaucoup parlé d'infrastructures locales, en fait, ça a été mentionné par plusieurs d'entre nous. Moi, je ressens sur le terrain qu'on a, et puis tu parlais de mise à l'échelle, Karel, je ressens que sur le terrain, on a besoin de nouveaux outils financiers pour favoriser l'émergence de ces infrastructures locales-là, qui combinent plusieurs modes d'intervention financière, en fait, qui changent des systèmes d'évaluation aussi, comme l'a dit Mallory, mais qui combinent différents types d'intervention et qui peut-être aussi combinent eux-mêmes ces outils financiers-là, amènent une forme de démocratisation aussi dans la façon avec laquelle ils sont gérés au quotidien. Moi, je ressens le besoin d'avoir ce genre d'outils-là, puis de travailler sur des nouveaux outils dédiés aux infrastructures locales. Merci. Alors, il me reste 2 personnes qui n'ont pas intervenu dans la dernière ronde. Oui, Laura? Oui, mais je pense qu'il y a tellement des choses à dire de tous les belles partages aujourd'hui. Puis, je pense que je vais mettre l'emphase sur... mais justement, je pense qu'il y a une question que même nous, quand on avait fait le projet avec vous sur Fin Zéro, il y a une question de, oui, un rôle des fondations, mais il y a un rôle un peu de tout le monde, selon où tu en es dans l'écosystème, puis selon les ressources et votre rôle justement dans l'écosystème, tu as un rôle à jouer à résoudre des problèmes complexes. Puis je pense qu'un des gros avantages de notre processus avec vous, c'était autour de la table, il y avait des bailleurs de fonds, mais il y avait aussi des organisations communautaires. On avait fait des discussions aussi avec des acteurs privés. Il y avait des acteurs politiques, etc. Et je pense que ça a amené de fait, et je pense que ça revient à l'autre discussion qu'on a eue avant, c'est de dire, on est vraiment dans une dynamique, puis je pense que c'est malheureusement encore le cas aussi, même dans le monde du financement, genre valeur compétitive. Alors qu'on parle de business, de lancement d'une entreprise, de n'importe quoi, on parle de la valeur compétitive. Alors, je pense que c'est là aussi qu'on regarde beaucoup aussi le problème de la croissance, de prendre la place, d'être la seule qui conquiert toutes les autres, versus de plus en plus de regarder
quelle est notre valeur collaborative, quels sont les continuums de service, quels sont les liens, comment est-ce qu'on bâtisse chacun sur ce que l'autre fait et qu'on crée un continuum de résoudre des problèmes. Parce que c'est, je le dis souvent, puis je m'excuse en anglais, mais des big, hairy, scary problems qui ne sont pas facilement résolus par une personne dans l'écosystème. Puis ça tombe beaucoup des fois je pense qu'il y a beaucoup de poids que les organisations de terrain sans de résoudre ces problèmes, sans avoir les accès ou les ressources ou la capacité d'amener ça à différents niveaux qui, eux aussi, ont besoin de participer à les solutions. Alors, je pense que, comme dans un écosystème durable, une capacité de résoudre ces problèmes-là, c'est la diversité des solutions. Puis comment est-ce que ces diversités de solutions se nourrissent l'un et l'autre, comme une écologie vivante aussi. Puis je disais que nous, on a la chance de parler avec Mallory et Bertrand dans différents projets. Puis je pense qu'on est beaucoup à faire cette réflexion aussi de nous, on offre quelque chose, quelqu'un d'autre offre quelque chose, mais comment est-ce que nous, ensemble, on offre des solutions, puis comment est-ce qu'on présente ça à différentes instances de soutien qui ont les ressources, puis comment aussi, au niveau, je pense qu'on l'avait vu aussi dans le processus de fin zéro, qu'il y en a beaucoup d'acteurs qui, oui, aimeraient participer dans ces instances collaboratives, de penser quel est le continuum de service, mais ils n'ont pas les ressources, puis ils n'ont plus nécessairement la capacité de faire. Alors, on commence, je pense aussi, dans le monde philanthropique, de célébrer les impacts, mais ceux et celles qui ont la meilleure capacité d'évaluer leurs impacts, qui ont cette capacité, ces ressources de pouvoir le faire, reçoivent plus de financement. Et aussi, ceux qui ont le plus de ressources ont juste plus de temps et des personnes dédiées à la participation dans ces instances de collaboration. Versus, il y aurait peut-être beaucoup plus de voix, puis beaucoup plus d'opportunités de voir quel est la continuum des solutions qu'on crée, comment est-ce qu'on prend peut-être les enjeux socio-économiques, environnementaux qui sortent, on en crée des solutions, mais que ça devient réellement quelque chose qui circule puis qui change le système en place versus de rester sur la périphérie. Alors, je pense que c'est là juste de dire que de financer la capacité, puis oui, ces espaces, d'y arriver, mais aussi de reconnaître un manque de capacité puis de ressources auprès de certaines personnes, de participer à cette réflexion de comment être collaboratif puis un continuum de nos efforts. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est non seulement financer la capacité puis l'espèce de concertation, le travail de terrain, en s'assurant qu'il y ait une diversité des voix, mais je pense qu'après ça aussi, je pense que l'autre enjeu que tu soulèves, c'est qu'une fois qu'il y a des initiatives qui peuvent émerger de ça, qu'on soit capable aussi de les soutenir, parce que ce que je comprends souvent, c'est que des trucs qui sont un peu nouveaux ou multisectoriels ou multi-acteurs, ça ne rentre pas dans les cases spécifiques d'aucun bailleur de fonds. Je comprends-tu bien l'intention? Ou? Oui, mais je pense que ça shift, puis on le voit, mais justement que même pour les organisations, votre capacité de faire la preuve, de mieux adresser des problèmes, de mieux résoudre, d'avoir plus d'impact, de compter tes chiffres, ça fait que tu as un accès au financement. Puis ça, oui, c'est partie de la responsabilité, mais c'est aussi, est-ce que tu en as la capacité? Si tu as une organisation de 3-4 personnes qui a peut-être un énorme impact, comme je pense qu'on a mentionné ici que l'évaluation, Mallory avait mentionné l'évaluation par ceux et celles qui reçoivent les services versus d'en haut, on a différentes capacités, puis je pense que c'est juste autour de différentes conversations qu'on a dans des réunions portées par des fondations, etc. C'est souvent qui est dans la salle, c'est ceux qui ont des ressources, d'avoir quelqu'un qui peut être dédié d'aller participer à ces instances de collaboration et qui est déjà en train de réfléchir sur l'intelligence collective, comment est-ce qu'on participe et on collabore déjà avec d'autres organisations, mais ça peut dire qu'il y a un manque d'intérêt d'autres de le faire. Il y a peut-être un manque de capacité, un manque de ressources, manque même d'accès à l'information que ces instances et ces opportunités-là existent. Alors, je pense que c'est comme un peu en mode aussi d'une instance plus large en affaires, on est vraiment en mode compétitif, mais je pense malheureusement aussi dans le milieu communautaire et social, on est quand même un peu en réflexe compétitif de qui peuvent se placer dans les bonnes cercles pour avoir accès à les bonnes ressources. Puis je pense qu'il y a une opportunité de reshifter un peu comment est-ce qu'on se voit que nous, ce qu'on fait est complémentaire à ce que ce l'on fait est complémentaire à ce qu'Entremise fait. Puis on se parle de voir comment est-ce qu'on bâtit quelque chose qui est bâti sur notre rôle, nos responsabilités, puis aussi nos connaissances puis notre intelligence collective à la fin. Alors, je ne sais pas comment le faire, mais je pense que ce serait un enjeu intéressant de voir comment repenser ça puis de penser la collectivité des réponses. Merci. Merci. C'est très riche comme exploration. Merci. Andréane, tu as le mot de la fin sur cette question-là? Oui, bien écoutez, je suis déjà très inspirée parce que ce qui a déjà été dit, mais plusieurs points.
Sur celui de la réduction, je pense que Bertrand l'avait amené, moi aussi, c'est vraiment quelque chose, même dans la première, dans les choses à changer structurellement, je pense que c'est quelque chose à instaurer aussi dans la culture philanthropique. Il y a cette culture-là de toujours augmenter le nombre de projets. Souvent, qu'on va faire une demande de financement, ça va être, on va passer de 1000 personnes impliquées à 2000, on va passer de 12 projets à 40. Et cette culture-là de toujours augmenter la quantité sans nécessairement avoir des outils pour plutôt garantir la qualité et l'impact de ce qu'on est en train de mettre en branche. Je donne un exemple. Au projet de la réalité climatique, nous, ce qu'on fait, c'est on forme des citoyens de tous les pans de la société à parler de l'urgence climatique, à devenir des communicateurs efficaces sur l'urgence climatique. Et ces gens-là s'engagent à faire des gestes pour le climat suite à leur formation. Donc, on peut augmenter tous les ans, avoir 1000 personnes de plus qui deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices de la réalité climatique, mais si toutefois les personnes qui ont été formées en 2010 ne sont plus du tout impliquées, on passe un petit peu à côté d'un autre élément qui est crucial dans l'engagement et la rétention finalement de nos ambassadeurs et nos ambassadrices qui continuent à mener des actions durables dans leur propre communauté. Deuxièmement, un élément qui me semble important, on parlait beaucoup de la collaboration, un élément qu'on a vu qui fonctionne très bien, surtout comme organisme à but non lucratif, c'est de s'associer à des groupes citoyens. Souvent, notamment par rapport à la mobilisation liée au climat, il y a un momentum, mais ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de connaissances administratives, notamment pour mener des actions, même organiser une manifestation dans la rue, s'organiser comme groupe citoyen et d'avoir la capacité de pouvoir s'appuyer sur un organisme à but non lucratif pour nous soutenir dans notre action, pour pouvoir guider les mouvements citoyens pour des questions plus techniques sur lesquelles ils ont des besoins, même sur des questions plus comptables. Ça me semble extrêmement important de favoriser ces types de collaborations-là et des modèles aussi qui sont beaucoup plus distribués et décentralisés. Donc, réfléchir aussi comment, même comme organisme à but non lucratif, on est capable d'encourager les initiatives citoyennes et des pratiques qui sont beaucoup moins nous aussi, du haut vers le bas, à développer nos campagnes qu'on veut que les citoyens reprennent, mais plutôt à propulser les initiatives citoyennes et de se mettre dans un rôle plutôt d'accompagnement de ces initiatives-là et d'aide et de soutien. Un autre élément aussi, je pense, c'est un peu, selon moi, pas l'éléphant dans la pièce, mais évidemment, c'est quoi l'empreinte énergétique de certaines fondations et quel est leur capital financier? Où sont les investissements? Donc, je pense aussi qu'il y a un leadership qui peut être effectué par les fondations et le milieu philanthropique de montrer comment on peut réinvestir finalement son capital financier de manière à ce qu'il réduise son empreinte et encourage d'autres types de solutions, notamment vertes, on va dire. Et encore une fois, même politiquement, on le sait, les Québécois, plus que nulle part ailleurs, soutiennent le passage et aux solutions vertes et les investissements dans les énergies vertes. Donc, c'est un choix non seulement économiquement intéressant, mais qui en plus est incontournable à ce moment-ci. Donc, faire ce type de, comment je pourrais dire, démontrer ce type de leadership-là, je pense que c'est très important. Et troisièmement, on parlait aussi beaucoup de l'importance de démocratiser les systèmes et de donner une voix aux citoyens. On voit, il y a des pays comme la France, par exemple, où ça a été structurellement organisé par le gouvernement, une convention citoyenne pour le climat. Au Canada, au Québec, malheureusement, on n'a pas vu ce même type d'impulsion de se dire, on va rapprocher les citoyens de la réflexion liée à la gouvernance climatique. Alors, pourquoi pas réfléchir par une coalition de fondations, par exemple, de mettre en branche ce type de projet-là pour mobiliser les citoyens sur les questions climatiques, des citoyens et des citoyennes de tous les pans de la société. Voilà. Bien, j'étais déjà en mute. Merci beaucoup, Andréane. Il nous reste encore un petit peu plus que 15 minutes. Alors, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à nos panélistes ou amener des commentaires, je vous demanderais que ce soit quand même des commentaires brefs ou des questions brèves pour permettre d'avoir la participation d'un plus grand nombre. Alors, vous pouvez les faire via le chat ou lever la main. Puis là, je vais avoir l'aide de Marion à nouveau pour identifier les questions. Il y a Tonia qui a une question de main levée. Merci beaucoup. Bonjour, Tonia de Bouffe Action de Rosemont. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire.
de notre côté, nous, on est en sécurité alimentaire. On gère avec les invendus de quelques quartiers un projet supralocal dans l'est de Montréal. Et on a aussi des jardins collectifs, puis on est tout le temps dans cette perspective-là d'un environnement durable. Puis je voulais juste vous féliciter, puis aussi vous remercier de nous laisser l'occasion également de participer à ce type d'initiative parce qu'on en entend un peu parler, puis c'est difficile de colliger toute cette information-là. Puis je trouve que les présentations qui ont été faites aujourd'hui ont été très pertinentes et ça donne le goût à cette collaboration-là. Puis le dernier commentaire que je ferais, c'est que oui, effectivement, on aimerait beaucoup pouvoir participer à plus d'initiatives concertées et tout. C'est vrai qu'il faut les ressources pour que ça puisse se faire. Donc, même si on a une équipe qui est solide, qui est assez grande et tout, ça fait que ça devient difficile de pouvoir quand même déléguer des gens puis pouvoir assurer un suivi. Donc, souvent, on lance des perches, on nous répond, puis là, on est en retard pour pouvoir y répondre. Donc, c'est un peu le petit cercle, en tout cas, dans lequel on s'est retrouvé, surtout, évidemment, depuis la pandémie, mais donc, tout simplement, bravo pour l'initiative. Puis, je vais en recontacter quelques-uns par la suite quand on aura un peu plus de temps parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question, commentaire? Je vois qu'il y a des trucs dans le chat. Oui, on a Marine Cardessier qui nous dit les YMCA du Québec sont en train de mettre en place un collectif de la société civile pour participer à la COP26 l'année prochaine et un guide pour que d'autres endroits dans le monde peuvent répliquer ce modèle qui existe et fonctionne au Québec depuis 10 ans. Génial. C'est un bon exemple, ça, justement, de collaboration entre organismes aussi. Il y a l'ACOSI, YMCA. Je pense que Greenpeace aussi est impliqué dans ce collectif citoyen. Donc, un bon exemple aussi de collaboration entre organismes. On a aussi un commentaire d'Annie Les Tourneaux. Peut-être que, Annie, si tu voulais peut-être j'ai pas le goût de le lire, mais je trouve que ce que tu soulignes me semble pertinent à entendre. Peut-être que tu pourrais nous le partager. Oui, ça me fait plaisir. Mais en fait, moi, ça fait déjà depuis 2002 là, que je travaille chez Équiterre, puis des beaux projets, j'en ai vu chez nous, comme chez plein d'autres organisations qui avaient des beaux succès, qui ont été un peu laissés sur la tablette parce que finalement, une fois qu'on a démontré que ça marchait bien, on n'a plus de financement pour les mettre en œuvre, pour les essaimer dans d'autres milieux, dans d'autres quartiers, à l'échelle provinciale et tout ça. Donc, on travaille très fort à développer des idées, des initiatives innovantes, puis on doit se résoudre à les laisser tomber parce qu'ils ne sont pas repris par les autorités publiques. Et souvent, on est dans une dynamique où on s'attend à ce que ces projets-là soient rentables, mais moi, je dis tout le temps, je ne vais pas demander aux gens de me payer pour se faire sensibiliser à comment ils vont changer leur mode de transport. Tu sais, c'est pas réaliste, là. On ne va pas demander aux gens de nous payer pour faire ça. Alors, moi, j'ai initié des projets avec mes collègues. Je m'active dans mon quartier qui serait encore totalement pertinent aujourd'hui, mais qu'on a dû laisser tomber parce qu'on n'avait plus le financement. Donc, je pense que ça, c'est une réalité à prendre en considération pour les organismes de financement, là, comme la Fondation du Grand Montréal. Et ensuite, il y a aussi l'enjeu du financement de contrepartie. Nous, on a quand même des capacités intéressantes là, de mettre ensemble des contreparties financières. Puis même pour nous, parfois, c'est très difficile de répondre aux exigences de contrepartie des bailleurs de fonds, qui sont des fois de 20, 30, 50 qu'il faut aller chercher de financement. Et c'est presque impossible là, de rassembler ces sommes-là. Et ça nous confine à des petits financements, des projets qui pourraient avoir de l'amplitude, un potentiel d'impact intéressant, qu'on n'est pas capable d'octroyer le plein potentiel de ces projets-là parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher le financement de contrepartie qui est exigé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu là, fondamental. Je pense que si on veut que les petits organismes soient innovants, bien, il faut penser à réfléchir à une autre façon de fonctionner parce que de penser en termes de contribution en nature, de collaboration pour faire rayonner le projet, ça, c'est bien. Je pense que beaucoup de projets sont capables d'aller chercher des partenaires sur le terrain, des partenaires plus larges, des expertises, mais de contrepartie en financement, c'est très difficile. Donc, je pense que c'est des enjeux très importants.
Si je Ça va peux. aller mieux avec le micro Oui. allumé. Oui, vas-y. Qui allait intervenir? C'est Laura, mais j'étais juste Salut, Laura. de dire 100%. Puis je pense que c'est une question pour moi aussi de comment est-ce qu'on regarde à nouveau qu'est-ce qu'il y a de valeur, genre comment est-ce qu'on repense la valeur. Je pense qu'on a beaucoup la valeur économique, puis on commence à revoir, surtout je pense dans le monde d'investissement d'impact. Je sais qu'il y a de plus en plus de fondations qui participent, qui réfléchissent à ça, quel est le retour sur l'investissement qui est plus loin que juste financière, c'est quoi les autres valeurs sociales, etc. Puis je pense que on l'a vu aussi via la crise aussi, qu'il y a une énorme valeur, les organisations de terrain en sécurité alimentaire, dans notre cas aussi, qui offrent un énorme service en ce moment, qui est peut-être pas autant valorisé qu'il est dans un moment de crise, puis on lance beaucoup d'argent à ces organisations-là en ce moment dans un moment de crise, mais qu'est-ce qui se passe post-crise et est-ce qu'on leur donne non seulement les capacités de répondre à une crise, mais aussi de devenir une réponse plus genre peut-être balancer, de prendre leur place après crise, etc. aussi. Mais je pense que la réflexion sur quelle est la valeur, il y a aussi dans le monde alimentaire comme des mouvements comme Slow Money, etc., où c'est peut-être des 0% de retour sur l'investissement ou d'autres choses, mais qui comme reconnaissance que oui, non seulement il faut un investissement pour faire aussi l'épreuve des nouveaux modèles, qu'on ait plusieurs dans les nouveaux modèles qui ne fit déjà pas dans les cases partout, puis aussi le temps pour démontrer peut-être que ça pourrait avoir une économie, une pérennité économique, mais aussi toutes les autres retombées sociales. Alors, plus dans le temps, à plus long terme, etc. Et je pense qu'on a eu beaucoup cette conversation aussi via Fin Zéro, ça a l'air de quoi financement à la mission, puis comment est-ce qu'on quantifie la valeur de plusieurs missions et initiatives terrain à notre société plus loin que viabilité économique. Ouais. Oui, David Martin. Oui, pardon, le micro. Il y a aussi la question de la pérennisation. J'ai vraiment mis ce point-là de Mme Letourneau aussi. De réfléchir dans le financement des différentes interventions qui sont faites sur les meilleures façons d'accompagner les organismes ou les projets dans cette pérennisation-là. Chez nous, en fait, on a fait un choix qui a dû réduire peut-être notre capacité à financer certaines interventions, mais qui a permis d'avoir une meilleure pérennisation de nos activités où on a une personne, entre autres, qui s'occupe de la représentation ou le plaidoyer, qu'on pourrait appeler. Et cette pérennisation-là, donc de transformer un projet en un projet qui devient national, par exemple, nécessite vraiment d'y penser dès le départ. Parce que ça doit être même dans l'articulation même du projet, que ça implique justement une évaluation qui est solide, qui est faite justement avec les bénéficiaires, comme en parlait Mallory plus tôt, mais une évaluation qui porte aussi sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est lié à notre contexte, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut généraliser les choses finalement. Ou des apports de notre projet. Ça passe par le réseautage. Puis réseautage, oui, la concertation, je pense que c'est très bien d'en faire partie, mais particulièrement avec le gouvernement actuel, puis je pense que c'est une tendance qui s'inscrit avec les gouvernements qui sont probablement à venir, ça reste que l'influence politique se joue au-delà des concertations. Il faut aussi avoir une analyse, une lecture politique des enjeux sur lesquels on travaille. Bref, tous ces éléments-là qui sont nécessaires à la pérennisation ou à la mise à l'échelle de nos projets, ça pourrait être intéressant aussi pour la Fondation de s'y pencher puis d'accompagner les différents organismes là-dedans d'une façon qui est adaptée à leurs besoins parce que chaque organisme a vraiment une vision différente de faire les choses et aussi, comme le disait Laura, je crois, des capacités certaines ou un manque de capacité à le faire également. Je pense que ce serait important de l'inclure systématiquement dans la volonté d'accompagner les différentes organisations et les financements qu'il y avait. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les panélistes? Là, je vois que Mallory a dû nous quitter. Oui, Mallory a dû quitter, mais pas d'autres questions pour le moment. Non, alors, peut-être ce que je ferais, il nous reste 5-6 minutes. J'aimerais ça peut-être offrir à chacun de nos panélistes peut-être nous dire un mot de la fin. Et je pense que je vous laisse complètement l'ouverture à qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne ou quel mot de la fin, sur quel mot vous voudriez nous laisser après cette conversation-là. Puis, tiens, vu qu'Andréane a fini a été la dernière à parler dans les 2 derniers cycles, je vais te mettre au défi d'être la première cette fois-ci. Ça marche.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette discussion-là. Je pense que ça a été riche et inspirant. Il y a des bonnes idées qui ont émergé. Moi, s'il y a un appel à l'action, si je puis dire, auquel je vous invite, c'est de vous intéresser finalement à ce qui se passe effectivement dans vos quartiers et de rejoindre des mouvements citoyens dans vos quartiers. De notre côté, je peux vous proposer le nôtre, mais effectivement, il y en a plein d'autres également. Les carrefours communautaires du climat, on en a à travers le Canada, on en a à Montréal aussi. Et c'est vraiment des initiatives citoyennes qui permettent de justement accélérer la transition au niveau des villes et de développer justement cette littératie des politiques publiques, donc de s'assurer qu'on tient nos gouvernements municipaux imputables des engagements qui sont pris et que ces engagements-là et la manière dont on les accomplit sont communiqués. Donc, je vous invite à aller voir sur les carrefours communautaires du climat du projet de la réalité climatique. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je passe de gauche à droite sur mon écran. Bertrand? Pour le mot de la fin, moi, je vois deux choses. Je nous invite peut-être tous à reconnaître. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau récit qui est en train d'émerger aujourd'hui, mais je ne suis pas certain qu'on s'en rende encore tous totalement compte. Parce que finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de points d'accord et on se rend compte que de plus en plus, quand on vient de domaines différents, on vient avec des enjeux, puis ces enjeux-là sont les mêmes. Et moi, ce que je vois émerger depuis plusieurs années, puis c'est la partie optimiste de moi-même, c'est un récit commun. Et je vous invite vraiment à garder en tête ce récit et en être de plus en plus conscient et à ce que ce récit soit de plus en plus intentionnel. Voilà, ça c'est un élément qui est important à mes yeux. Et le deuxième mot de la fin, je ne sais pas si je triche, c'est vraiment dans le même sens qu'Andriane. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, j'ai l'impression valoriser le territoire, valoriser l'action locale. Et y aller, et s'y impliquer, et y croire, et ne pas croire que parce que c'est local et parce que c'est citoyen, il n'y a pas d'impact et il n'y a pas de mise à l'échelle, au contraire. Excellent, merci beaucoup Bertrand. David Martin, je continue vers la droite dans mon écran. D'accord. En fait, je vous invite à impliquer le milieu de la santé. Tout simplement, la santé, on a souvent tendance à penser à la santé comme étant seulement, comme je le disais, quelque chose dans les hôpitaux qui se passe à quelque part par là. Mais non, vraiment, je vous invite à participer à nos efforts d'exploser justement la définition de qu'est-ce qu'est la santé globale avec tous les déterminants qu'elle a. On travaille en santé publique sur la cohésion sociale, sur le sentiment d'appartenance, sur les rapports de pouvoir, étant donné qu'ils sont au cœur des déterminants sociaux de la santé. Je vous invite donc à nous inviter de par le fait aussi qu'on a une expertise sur les inéquités sociales, sur les inéquités en santé qui, malgré toutes les bonnes intentions que peuvent avoir certains projets, se reproduisent. Il y a des approches, il y a des expertises qu'on peut mobiliser justement pour éviter de reproduire ces inéquités-là. On est formé là-dedans, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. D'autant plus que aussi, ça va vous donner probablement un levier de plus, étant donné que le budget, la plus grande part du budget demeure le budget de la santé. On essaie aussi de notre côté d'exploser la vision de ce qu'est la santé auprès de nos décideurs. Et comme on disait au tout départ, les déterminants justement écologiques, dans le concept d'une seule santé, sont vrais, sont bien présents. Donc, bref, je nous invite à travailler davantage ensemble, peut-être, sur ces différents enjeux. C'est bien reçu comme message, d'autant plus qu'on a le même problème en santé qu'en environnement. Souvent, on va vers le curatif plus que vers le préventif. Puis, je reprends ce que Bertrand disait au début, on est un peu comme dans une fuite en avant perpétuelle où on invente des choses pour corriger des problèmes qu'on aurait pu finalement prévenir à la source. Donc, c'est bien reçu encore plus l'expertise en santé publique, je pense, qui est fondamentale. Puis la santé publique a souvent, de tout temps, été des alliés très, très précieux et très proches du mouvement écologiste. Et le mot de la fin pour Laura. Chanceuse. Je vais essayer de bien faire. Alors, mais je pense que je vais dire l'interconnectivité comme un peu mon mot officiel de la fin. Puis, je pense que quand j'y réfléchis à chaque fois, je
Mais je suis passionnée par les écosystèmes. J'adore travailler avec les producteurs locaux parce que leur connaissance de nos écosystèmes naturels, c'est incroyable, puis à quel point que tout est rassemblé. Et je pense que beaucoup dans notre travail, puis je pense que le travail des autres, puis on a la chance justement de travailler pour beaucoup de personnes. Je suis aussi souvent mind blown de comment que nos solutions peuvent s'arrimer. Je pense le travail, ça rend notre travail des fois plus lourd, puis plus complexe, puis justement, on a besoin des ressources puis des espaces pour pouvoir le faire, mais je pense que ça le rend beaucoup plus riche, puis beaucoup plus motivant en sachant que nous, notre expertise arrive à un certain point, puis encore la mobilisation citoyenne, ou Mallory aussi, avec la connaissance des infrastructures, c'est des besoins qu'on a pour créer des solutions qu'on a besoin dans le domaine alimentaire, mais comment est-ce qu'on peut fier et renforcer ce besoin de justement collective intelligence, mais de se fier sur l'un et l'autre, d'arriver à des solutions pertinentes et pérennes dans le temps. Et je suis très contente d'explorer ça et l'optimiste éternel de moi aussi, le voir arriver plus vite avec le COVID. T'es en mute, Karel. Je me suis muté au lieu de me démuter. Alors, ce que je disais, c'est merci Andréane, Bertrand, David Martin, Laura et Mallory qui a dû nous quitter il y a quelques minutes. Je veux remercier aussi l'Institut Malais pour avoir collaboré avec nous pour organiser ce panel. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Comme je vous disais, il va y avoir des notes il va y avoir un genre de verbatim ou en fait de synthèse de nos discussions qui va être produite. Et puis, j'espère qu'on va poursuivre ces discussions-là dans les prochains mois. En fait, j'espère pas seulement, je suis persuadé qu'on va les poursuivre de toutes sortes d'autres manières. Alors, merci encore, puis bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup tout le Merci à monde. tous et toutes. Bonne journée. Au revoir. Merci.